parti. 1, 2, 3, 4. Voici la dernière partie du cours. On va parler des différentes technologies qu'il existe pour les récupérateurs d'énergie dans les centrales de traitement d'air. J'en ai listé 5, en plus du caisson de mélange qu'on a déjà vu dans le cours précédent. Donc, échangeur à plaque, cocourant, et ici, ce que j'ai voulu dire, ce que j'ai voulu écrire, c'est courant, contre-courant, pardon, voilà. Donc c'est cocourant, contre-courant. Il faudra que je modifie, j'ai marqué courant croisé, c'est pas pareil. Les caloducs, récupérateurs à double batterie, des échangeurs rotatifs et les pompes à chaleur. Ici, vous avez une VMC double flux où il y a un échangeur à plaque. Là, ici, il faudra que je modifie, hein, soit co-courant ou soit contre-courant. Ouais, je vais la refaire. Je vais modifier mon document. Voilà, c'est reparti. C'est 1, 2, 3. 1, 2, 3. Voici les différentes technologies des récupérateurs d'énergie que vous pouvez rencontrer. J'en ai listé 5, en plus du caisson de mélange qu'on a déjà vu ensemble dans un cours précédent. Donc,
Vous pouvez rencontrer des échangeurs à plaques, à cocourant ou courant croisé. Ah putain. Un, 2, 3. Voici les différentes technologies de récupérateurs d'énergie que vous pouvez rencontrer. J'en ai listé 5, en plus du caisson de mélange qu'on a déjà vu ensemble. En premier, vous avez l'échangeur à plaques, qui peut être à cocourant ou contre-courant. Il existe ce qu'on appelle des caloducs, des récupérateurs à double batterie, des récupérateurs à double batterie, des récupérateurs à double batterie, des échangeurs rotatifs et des pompes à chaleur. Ici, pour illustrer l'échangeur à plaques, je vous ai mis une photo d'une VMC double flux. Là, pour illustrer l'échangeur à plaques, vous avez la photo d'une VMC double flux. Je vous ai listé des avantages et des inconvénients. Alors, on va en parler. Là, on a comme avantage le fait que les flux d'air ne se mélangent pas. L'air repris et l'air neuf ne vont pas se mélanger. Donc, s'il y a des bactéries et des virus qui sont présents dans le local, ça ne va pas contaminer l'air neuf. Bien sûr, il faut que l'étanchéité entre les deux circuits soit parfaite, c'est qu'au niveau de l'échangeur, il faut que ce soit bien étanche. Pas de consommation électrique directe. Alors là, ici, l'échangeur à plaques en lui-même, sur cette installation, il n'a pas besoin d'énergie électrique pour fonctionner. Pas de transfert d'humidité si on ne souhaite pas récupérer l'humidité contenue dans l'air repris. Il peut être installé, cet échangeur à plaques, verticalement, horizontalement. Bien sûr, vous allez avoir besoin souvent d'une évacuation des condensats. Et il faut que, si c'est une boîte avec un échangeur à plaques plus une évacuation des condensats, il faut que l'évacuation des condensats soit prévue pour être fonctionnelle dans la position dans laquelle vous allez placer votre échangeur. On peut le placer en pointe, cet échangeur à plaques, c'est cette configuration-là. Okay, c'est qu'il y a une pointe ici, c'est posé sur la pointe, sur le côté, un des angles, voilà, un des angles de l'échangeur. Cet échangeur à plaques, il nous permet de faire du free cooling, évidemment à condition d'avoir prévu le bypass de l'échangeur et sa régulation. Absence de pièces en mouvement, l'échangeur qui est ici, il n'y a rien qui bouge, il n'y a pas de pièces en mouvement, donc il n'y a aucune raison que ça tombe en panne au niveau mécanique, il n'y a pas de pièces en mouvement. Au niveau des inconvénients, alors ça c'est valable pour n'importe quel échangeur qu'on rajoute sur un système, ça va augmenter les pertes de charge du réseau. Alors, pour comparer les échangeurs entre eux, voilà, faudrait pour la même puissance de récupérateur d'énergie, quelle est la technologie qui offre la moins de pertes de charge. Il faudrait aussi que ce soit pour un débit volumique considéré, qu'on les compare, qu'on compare toutes les technologies pour dire laquelle est... il faudrait qu'on puisse comparer 1, 2, 3. Là, 1, 2, 3. Ça, c'est valable pour toutes les technologies. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. Au niveau des inconvénients, 1, 2, 3.
Au niveau des inconvénients, là ici j'ai marqué augmente les pertes de charge du réseau aérolique. Alors ça c'est valable pour n'importe quel échangeur qu'on va rajouter sur un circuit aérolique, on va rajouter des pertes de charge. Alors il y a sûrement des échangeurs, des technologies d'échangeurs qui ont moins de pertes de charge que d'autres, mais il faudrait pouvoir toutes les comparer, ces technologies, pour le même débit volumique et la même puissance échangée. Donc là, pour toutes les technologies, j'ai dit que ça augmentait les pertes de charge du réseau. Donc du coup, la consommation d'énergie électrique des ventilateurs, là ici vous avez un exemple concret sur la VMC double flux. Bon, on a leur récupérateur d'énergie ici. Plus il y a une perte de charge au niveau du récupérateur d'énergie, plus les ventilateurs vont consommer de l'énergie électrique pour faire circuler l'air sur les deux réseaux aéroniques. Donc ça va consommer de l'énergie électrique en plus. Donc pour réaliser des économies d'énergie, on va devoir dépenser plus d'énergie électrique. L'inconvénient, c'est que l'échangeur, il peut s'encrasser, enfin il va forcément s'encrasser, même si on le protège avec des filtres. Du coup, il va y avoir un coût financier pour la maintenance préventive. Il va falloir dépenser de l'argent pour entretenir cet échangeur à plaques. Mise en place des filtres afin de protéger l'échangeur, donc il y a un coût financier direct. Voilà, le filtre, ça coûte une certaine somme, il faut payer quelqu'un pour changer les filtres, et en plus, il y a des pertes de charge qui sont occasionnées par les filtres, qui en plus, ces filtres vont s'encrasser au fil du temps, et on va consommer plus d'énergie. Il faut prévoir une évacuation des condensats, comme si vous allez avoir forcément de la vapeur d'eau qui va se condenser sur l'air repris, il va falloir évacuer ces condensats. Donc il va falloir prévoir une évacuation des condensats. Et si vous n'avez pas d'évacuation à l'endroit où vous placez votre échangeur, eh bien, il va falloir mettre en place une pompe de relevage qui va avoir un certain coût pour pouvoir relever ces condensats et les évacuer là où vous avez une évacuation à l'écoute. L'air repris doit être descendant sur l'échangeur afin de faciliter la récupération des condensats par gravité dans l'échangeur. Là, ici, notre air repris, on va plutôt le raccorder sur la partie haute pour pouvoir récupérer les condensats qui vont descendre par gravité en partie basse. Ne permet pas le transfert d'humidité si on souhaite justement récupérer l'humidité contenue dans l'air repris. C'est par exemple dans le cas des piscines où on veut récupérer cette humidité, cette vapeur d'eau, eh bien voilà, si vous placez cette technologie-là dans une piscine, ça ne vous permet pas le transfert d'humidité. L'inconvénient, c'est qu'il faut prévoir un bypass et sa régulation. Sur n'importe quel récupérateur d'énergie, il faut mettre en place un bypass qui soit régulé et il va falloir comparer la température extérieure à la température intérieure et programmer la régulation pour qu'elle décide si oui ou non c'est intéressant de passer dans le récupérateur d'énergie. Avec cette technologie-là, il y a des contraintes de position des conduits d'air. Là, on voit qu'il y a cette distance-là entre ces deux bouches. Il faut qu'elles soient compatibles avec votre réseau aérolique. Là, ici, vous avez le schéma de principe d'un échangeur à plaques qui est positionné en pointe. Ici, vous avez un échangeur à plaques qui est positionné sur une centrale de traitement d'air. Et ici, il y a le bypass qui permet non, c'est pas le bypass.
Et là, ici, vous avez une centrale de traitement d'air avec un échangeur à plaques. Au niveau de l'entretien, comme n'importe quel échangeur, eh bien, s'il n'est pas au niveau de l'entretien, comme n'importe quel échangeur, s'il n'est pas propre, que les surfaces d'échange elles sont encrassées, eh bien, vous allez réduire le coefficient d'échange de l'échangeur et du coup, vous allez moins échanger de l'énergie. Et en plus, si c'est tellement encrassé que ça empêche l'air de passer, hein, ça rajoute des pertes de charge, vous allez avoir une réduction du débit d'air. Ce tableau, je l'ai récupéré sur le site Énergie Plus, qui est vraiment très 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 bien. C'est une super base de données que je vous invite à aller consulter. Et en plus, il vous offre la possibilité de télécharger les cours qui sont là-bas. Donc là, bon, on va penser à contrôler l'état des surfaces, les nettoyer, voir s'il n'y a pas un problème d'étanchéité, contrôler la régulation, vérifier que oui, le bypass il fonctionne et que oui, s'il y a un problème de gel, le bypass va rentrer en action. Là ici, je vous ai mis un lien pour aller sur le site Énergie Plus, le site où vous aurez bien plus d'informations que dans ce document. Ensuite, les caloducs. Alors, le principe d'un caloduc, c'est que vous allez avoir un fluide frigorigène qui est emprisonné dans l'enceinte du caloduc, et un fluide frigorigène, il est à l'état, alors là il est à l'état biphasique dans l'échangeur. En partie basse, on a du fluide frigorigène à l'état liquide. Si on chauffe ce fluide frigorigène à l'état liquide, il va se mettre à bouillir et ça va créer du fluide frigorigène à l'état vapeur. Du coup, la chaleur de la source chaude est transférée au fluide frigorigène et va être transportée sous forme de vapeur en partie haute ici. Et là, on va avoir en partie haute la reprise de l'air dans notre local et on va refroidir. Alors, on va recommencer parce que j'ai inversé. Donc, source froide. Source froide. C'est mon air. Voilà. Alors, 1, 2, 3. Une autre technologie, les caloducs. Le principe est celui-ci. Vous avez un échangeur, qu'on appelle un caloduc, dans lequel vous avez du fluide frigorigène qui est emprisonné. Là, de ce côté-là, on voit que dans les tubes, on a du fluide frigorigène. Là, il y a un zoom sur un tube, et on constate qu'en partie basse, on a du fluide frigorigène à l'état liquide, et en partie haute, on a du fluide frigorigène à l'état vapeur. Au niveau de la source chaude, donc quand on est en hiver, c'est l'air repris qui est chaud, on veut récupérer son énergie. On va faire passer ce fluide chaud sur le tube dans lequel vous avez du fluide frigorigène à l'état liquide. Ce fluide frigorigène à l'état liquide va se mettre à bouillir et l'énergie va être transportée sous forme de... et l'énergie va être transportée grâce à la vapeur en partie haute. Et ici, vous avez l'air neuf qui vient de l'extérieur en hiver, qui est froid, et qui va prendre l'énergie de la vapeur. Et on va avoir à nouveau un phénomène de condensation. Donc en permanence, on transfère l'énergie de la source chaude vers l'énergie de la source froide. On a deux grands types de caloducs par gravité. Ici, le caloduc vertical. Donc on voit c'est vertical par opposition ici au caloduc horizontal, qu'on appelle aussi par effet de mèche, qui va pouvoir récupérer l'énergie
entre la source chaude et la source froide. Je n'ai pas précisé, lorsqu'on est avec un caloduc vertical, on se rend compte que ce caloduc ne va pouvoir récupérer de l'énergie que pour une saison. Lorsqu'on est en hiver, on va faire passer l'air repris en bas, mais lorsqu'on est en été, on aura toujours l'air repris en bas, et lorsqu'on est en été, l'air repris, ça va être ma source froide. Et avec ma source froide, je ne vais pas réussir à faire bouillir le fluide frigorigène qui est à l'état liquide en partie basse. Donc au niveau de l'implantation de mon échangeur, je ne peux pas l'inverser chaque année, quoi. Donc du coup, il y en a qui ont réfléchi à cette problématique et qui ont créé le caloduc horizontal. Ça fonctionne exactement sur le même principe qu'un vertical. On a un fluide frigorigène à l'état liquide et on va pencher l'échangeur, ici sur la droite lorsqu'on est en hiver, et ici sur la gauche lorsqu'on est en été. Et du coup, par gravité, le fluide frigorigène à l'état liquide, lorsqu'on est en hiver, il va tomber ici à droite, et on a le fluide chaud qui est bien à droite, donc on va réussir à faire bouillir le fluide frigorigène à l'état liquide, enfin de l'état liquide à l'état vapeur. Et lorsqu'on est en été, on va pencher le caloduc sur la gauche. Par gravité, le fluide frigorigène à l'état liquide va tomber à gauche. Donc le fluide frigorigène, par gravité, va tomber à gauche. Et regardez, l'air neuf ici, c'est bien le fluide chaud, et on va réussir à faire bouillir le fluide frigorigène. Là, on bypasse aussi l'air lorsqu'on veut. Là, on va sur schéma de principe, on a la mise en place d'un bypass qui doit être régulé pour fonctionner 1, 2, 3. On va aussi bypasser l'air dans le cas où ce n'est plus intéressant de passer sur l'échangeur. Au niveau de l'entretien, voici une liste que j'ai récupérée sur le site Énergie Plus, le site. Au niveau des avantages et des inconvénients, là, l'avantage, le fonctionnement, il est possible en toute saison. Alors, si vous avez un caloduc verticaux, la simplicité de fonctionnement, on ne peut pas dire que ce soit très 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 compliqué. Je pense que par exemple une pompe à chaleur, c'est un peu plus complexe pour que ça fonctionne. Peu de maintenance, un système statique, il n'y a pas d'énergie d'appoint. C'est comme l'échangeur à plaque, il fonctionne sans électricité cet échangeur. Bon là, le caloduc, c'est pareil. Contrainte de la position des conduits d'air, c'est un inconvénient. L'inconvénient, c'est aussi que pour les caloducs verticaux, ça ne peut fonctionner que pour une saison. Il faut prévoir un bypass pour faire du free cooling. Qui dit fluide frigorigène dans des tubes dit risque de fuite de fluide frigorigène sur sur un échangeur à plaque. Bon, il n'y a pas de fluide frigorigène, on ne va pas avoir de fuite. Là ici, sur le système de caloduc, il y a du fluide frigorigène, et du coup, si un jour il y a une fuite, ça ne va plus fonctionner. Et là ici, régulation de la température limitée. C'est-à-dire que si on veut réguler la température de l'air neuf à la sortie du caloduc, eh bien, on n'a pas de moyen d'action sur la puissance échangée, mis à part faire un bypass. Mais par exemple, sur une pompe à chaleur, on va pouvoir, si on a un compresseur à débit variable, on va pouvoir moduler la puissance du compresseur, et donc du coup la puissance échange.
Les récupérateurs à double batterie, ou on appelle ça les récupérateurs à eau glycolée. Ici, vous avez le schéma de principe d'une centrale à traitement d'air avec un échangeur à eau glycolée sur l'air, avec un échangeur à eau glycolée sur l'air, avec un échangeur à eau glycolée sur l'air neuf et un autre échangeur à eau glycolée sur l'air rejeté. Et entre les deux, vous avez un réseau qui va permettre à l'eau glycolée de passer de l'un à l'autre des échangeurs. Vous avez ici un circulateur, un vase d'expansion, une arrivée d'eau. Ici, vous avez un pot à glycol qui va vous permettre d'introduire du glycol dans le réseau. Au niveau de la régulation de la puissance échangée, sur ce schéma de principe, on a à disposition une 23 voies qui va nous permettre de modifier la puissance échangée. Voici une liste au niveau de l'entretien qu'il est suggéré de faire sur ce type d'installation. Donc je vois que au niveau de l'entretien, vous avez ici 1, 2, 3. Au niveau de l'entretien d'un caloduc, 1, 2, 3. Au niveau de l'entretien de ce type de 1, 2, 3. Au niveau de l'entretien de cet appareil, eh bien, on va aussi contrôler l'état des surfaces. 1, 2, 3. Au niveau de l'entretien de ce type d'appareil, on va aussi contrôler l'état des surfaces, contrôler les fuites d'air. Au niveau de la régulation, voir si la régulation fonctionne. Contrôle du fluide caloporteur. Alors là, cette fois-ci, on a un fluide caloporteur et il va falloir faire en sorte de contrôler la teneur en antigel, contrôler le remplissage du circuit, voir si on a le bon débit. Et là, ici, on nous dit de contrôler la purge. C'est ça doit être cette vanne qui nous permet de vidanger le circuit si on a besoin d'intervenir sur le circuit hydraulique. Là, ce qui est intéressant, c'est que les fluides d'air ne se mélangent pas. Donc, s'il y a des bactéries dans le local, on ne va pas contaminer l'air neuf. Là, les conduits d'air des réseaux aéroliques peuvent être éloignés. Et oui, en effet, là, on voit que s'il y a une distance une distance importante, et oui, en effet, 1, 2, 3. Et oui, en effet, ici, on constate sur le schéma de principe assez facilement que s'il y a une distance importante entre le circuit d'air neuf et le circuit d'air rejeté, eh bien, on peut échanger de l'énergie entre ces deux circuits en mettant en place un réseau hydraulique. Donc, s'il y a une distance importante, voilà, il y aura un réseau hydraulique important et puis on arrivera à échanger de l'énergie. On peut réguler la puissance échangée grâce à une 23 voies, et bien sûr, il faut qu'elle soit installée, il faut qu'elle soit régulée. La source de chaleur ne doit pas forcément provenir de l'installation de ventilation, c'est-à-dire que si on est en mode hiver, ici, comment ça fonctionne? Bien, on veut récupérer l'énergie de ce côté-là pour la transférer sur l'air neuf pour préchauffer notre air. Imaginons qu'on a à disposition une autre source d'énergie que l'énergie qui est contenue dans l'air repris. Eh bien, on peut mettre cette batterie-là sur un autre circuit, que ce soit aérolique ou hydraulique. Imaginons, on est dans une usine où il y a de l'eau chaude qui est récupérée quelque part. Dans un process, eh bien, on peut servir de l'énergie qui est contenue dans l'eau chaude pour préchauffer l'air neuf de cette centrale de traitement d'air. Le fonctionnement est possible en toute saison, c'est réversible. Au niveau des inconvénients, comme chaque échangeur, ça rajoute des pertes de charge sur le réseau.
Donc on consomme plus d'énergie électrique au niveau des ventilateurs de la CTA. Là, cette fois-ci, il y a un circulateur sur réseau d'eau glycolée, donc ça va consommer de l'énergie électrique. Il va falloir gérer le réseau de glycol, en plus d'acheter du glycol pour mettre dans le réseau hydraulique. Et puis là, il y a le réseau de... Et en plus, là je ne l'ai pas précisé, il va falloir créer un réseau hydraulique dans lequel on va mettre ce glycol. Il faut une régulation de ce réseau hydraulique, il faut un vase d'expansion. On voit que du coup au niveau de la maintenance, il y a, et là 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et là, au niveau de la maintenance, on voit qu'il y a plus de maintenance que le fait de maintenir un récupérateur d'énergie comme un échange. 1, 2, 3. Et là, on voit au niveau de 1, 2, 3. Et là, ici, j'ai mis maintenance importante. Là, c'était par rapport à un échangeur à plaques. Là, ici, la maintenance, elle est plus importante que lorsqu'on a juste un échangeur à plaques. Là, ce qui est un problème, c'est récupération de la chaleur latente limitée, car la température de l'eau. Et là, 1, 2, 3. Et là, au niveau 1, 2, 3. Et là, au niveau de la récupération de chaleur, et là, 1, 2, 3. Et là, un autre inconvénient, c'est qu'on va pas ou peu 1, 2, 3. Et là, un autre inconvénient, c'est qu'au niveau de la chaleur latente que l'on peut récupérer sur l'air repris du local lorsqu'on est en hiver, avec cette vapeur d'eau qui est contenue dans l'air repris, pour la faire se condenser, cette vapeur d'eau, il faut que l'eau qui arrive là soit suffisamment froide pour faire condenser la vapeur d'eau qui est contenue dans l'air. Il faut arriver à la température de rosée de l'air qui arrive ici. Et il est fort possible que avec l'air, et il est fort possible qu'avec la température de l'air neuf que nous avons ici, on n'arrive pas à descendre assez bas. La technologie des pompes à chaleur. Alors, on a vu ensemble comment fonctionnait une pompe à chaleur. Eh bien, cette pompe à chaleur, on peut la mettre sur une centrale de traitement d'air pour, lorsqu'on est en hiver, récupérer l'énergie qui est contenue dans l'air repris pour la 1, 2, 3. 1, 2, 3. Pour la transférer à l'air neuf qui est prêt à l'extérieur et qui est froid en hiver. 1, 2, 3. De plus, si notre pompe à chaleur est équipée d'une 24 voies, on va pouvoir inverser le cycle et pouvoir faire fonctionner cette pompe à chaleur en toute saison. Ici, vous avez une centrale de traitement d'air qui est équipée d'un récupérateur d'énergie de type pompe à chaleur. On est en été, on a l'évaporateur qui est sur l'air repris et le condenseur qui est sur l'air neuf. 1, 2, 3. Ici, vous avez une centrale de traitement d'air qui est équipée d'un récupérateur de chaleur type pompe à chaleur. On voit que le local doit être maintenu à 27 degrés Celsius, 65% d'hygrométrie relative. On va tenter de récupérer l'énergie qui est contenue dans l'air repris pour transférer cette énergie à l'air neuf. Alors au niveau des avantages, eh bien, l'avantage d'utiliser une pompe à chaleur, c'est que là, on va avoir des performances qui sont bien plus importantes que sur n'importe quel autre type de récupérateur d'énergie. N'importe quel 1, 2, 3,
n'importe quelle autre technologie de récupérateur d'énergie a un rendement inférieur à 1. Et là, avec une pompe à chaleur, on a un COP qui est supérieur au rendement des autres machines. Là, l'avantage aussi, c'est que les flux d'air ne se mélangent pas, donc pas de contamination de l'air neuf par l'air repris. Les conduits d'air peuvent être éloignés. Là, ici, si j'ai une distance importante entre l'air neuf et l'air repris, eh bien, il me faut un réseau de tubes frigorifiques plus ou moins long. Régulation tout ou rien ou progressive. Là, ici, là, ici, 1, 2, 3. Là, si je veux réguler la puissance échangée, je vais pouvoir agir sur la vitesse de rotation de mon compresseur, si bien sûr, il le permet. Et ça peut fonctionner en toute saison si on a une 24 mois. L'inconvénient, ça augmente les pertes de charge du réseau. Là, cette fois-ci, on a du fluide frigorigène. Le coût du fluide frigorigène est plus important que le coût de l'eau glycolée. Et si on a du fluide frigorigène dans l'installation, eh bien, il y a des risques de fuite. Et les fuites de fluide frigorigène sont plus difficiles à détecter que fuite d'eau. La maintenance, vu que vous avez des fluides frigorigènes qui sont utilisés, ça peut être fait que par des personnels qui sont habilités à la manipulation des fluides frigorigènes. Et si vous avez des fluides frigorigènes dans une installation et que vous avez des fuites, eh bien, il y a des impacts environnementaux comme l'effet de serre et la réduction de la couche d'ozone. Comme l'effet de serre et ou la réduction de la couche d'ozone. Les échangeurs rotatifs. Alors, je vous ai mis 2 liens pour aller voir des vidéos au sujet des échangeurs rotatifs. Si ces liens ne fonctionnent pas sur le document PDF, ce qui arrive fréquemment, vous aurez les liens, 1, 2, 3, vous aurez les liens web 1, 2, 3, vous aurez 1, 2, 3. Vous aurez des liens sur Google Classroom pour aller voir ces vidéos. Ce type d'échangeur peut permettre le transfert de chaleur sensible, de chaleur latente et d'humidité. On va alors parler de roues hygroscopiques. Au niveau du principe de fonctionnement, ici vous avez un schéma de principe où on voit que vous avez de l'air rejeté qui circule en partie haute, de l'air neuf qui circule en partie basse. Donc lorsqu'on est en hiver, l'air rejeté est chaud. Cet air chaud va chauffer cet air chaud va chauffer le matériau qui est en partie haute. Ce matériau qui constitue la roue tourne en permanence. Et du coup, on va arriver ensuite avec un matériau en bas qui va être chaud et qui va céder sa chaleur à l'air neuf, qui est froid en hiver et qui vient de l'extérieur. Ici, vous avez un exemple de récupérateur d'énergie de type roue hygroscopique. Et voici l'évolution de l'air correspondante au schéma de principe que vous avez au-dessus. Qu'est-ce qu'on constate? On constate que de 1 à 2, alors ça représente l'air neuf lorsqu'on est en hiver. De 1 à 2, on va avoir un chauffage de l'air, on augmente la température, et le taux d'humidité, l'hygrométrie relative, ici, on voit qu'elle n'a pas beaucoup varié, mais par contre, la teneur en eau petit r, la masse d'eau qui est contenue dans l'air, va augmenter.
Ensuite, du côté fluide chaud, donc de 3 à 4, de 3 à 4, on voit qu'on a un refroidissement de l'air et une déshumidification de l'air. La teneur en eau qu'on a en 3 est supérieure à la teneur en eau qu'on a en 4. On a bien déshumidification de l'air. Le TD6, ici vous avez la solution. Calculons l'efficacité thermique instantanée de cet échange. Donc je reprends les valeurs de l'énoncé précédent, je remplace et j'ai 67%. Et j'ai 1, 2, 3 et j'ai 76%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'équipement sélectionné a entre... Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cet appareil a permis d'augmenter la température de sortie des températures de sortie du fluide. Un, 2, 3. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cet appareil a permis d'augmenter de 76% la... Alors, qu'est-ce que ça signifie? 1, 2, 3. Qu'est-ce que signifie ce 76%? Ça veut dire que on a réussi à augmenter de 76% de l'écart maximal de température entre les fluides, soit la température en 1, la température en 3. Ça, c'est bien les températures maximales sur notre échangeur. Hein, il y a la minimale et la maximale, donc c'est l'écart maximal qui est 32 degrés Celsius. Là, 22 degrés Celsius moins 10, ça me fait 32 degrés Celsius. Eh bien, j'ai réussi à réchauffer de 76% de cet écart maxi et ça fait 23, et ça me fait 24,3 degrés Celsius. Le rendement thermique, ma formule générale, c'est la variation d'enthalpie qui m'est utile. Donc là, c'est entre 1 et 2. Ce qui m'intéresse, c'est de réchauffer l'air neuf. C'est ça qui est utile. Sur la variation d'enthalpie maximale, là, l'écart maximal que je peux avoir, ça va être H3 moins H1. Et là, cette fois-ci, on a un rendement thermique qui est de 76%, et c'est la même valeur que l'efficacité de cet échangeur, ce qui n'était pas vrai dans un TD précédent. On distingue les roues hygroscopiques qui permettent de récupérer de l'eau, c'est-à-dire que dans l'air repris, on va réussir à condenser l'eau. On distingue les roues hygroscopiques qui permettent de condenser la vapeur d'eau qui est contenue dans l'air repris, et les roues non hygroscopiques qui ne le permettent pas. Au niveau de l'entretien, voici une proposition, un document que j'ai récupéré sur Énergie Plus le site, où on va contrôler l'état des surfaces, s'il y a des fuites d'air entre les deux réseaux, le clapet du bypass, et vérifier que la régulation de la vitesse de rotation de la roue, la régulation du ou des clapets de bypass et la régulation
de la protection et la régulation de la protection anti-gel fonctionnent. Avantage, là cette fois-ci, on peut récupérer l'humidité. La vapeur d'eau, on peut la récupérer. Donc, dans le cas d'une piscine où on veut récupérer la vapeur d'eau qui est contenue dans l'air extrait, parce que si on... Au niveau des avantages, là cette fois-ci on peut récupérer l'humidité qui est contenue dans l'air repris. Cette vapeur d'eau, on veut, au niveau des avantages, on va pouvoir récupérer l'humidité possible. En effet, dans le cas d'une piscine où il y a beaucoup de vapeur d'eau dans l'ambiance du local où il y a la piscine, si on évacue cette vapeur d'eau, eh bien, il y a un phénomène d'évaporation qui est naturel, qui se met en place au niveau du bassin et qui va faire que plus on va enlever la vapeur d'eau qui est contenue dans le local, plus le bassin, l'eau qui est contenue dans le bassin va s'évaporer. Donc du coup, on va avoir un niveau d'eau du bassin qui va diminuer. Pas d'évacuation des condensats à prévoir. Oui, puisqu'on récupère l'humidité, donc à les réinjecter dans l'air neuf. Régulation possible en faisant varier la vitesse du moteur électrique. Donc on va faire varier plus ou moins vite la roue. Enfin, on va... 1, 2, 3. 1, 2, 3. Un autre avantage, c'est qu'on va pouvoir faire varier la puissance de récupération en faisant varier la vitesse de rotation du moteur électrique de cette roue. Inconvénient, on va 1, 2, 3. Inconvénient, c'est que on augmente les pertes de charge du réseau. On va avoir inconvénient, c'est que 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Au niveau de 1, 2, 3. Au niveau de l'inconvénient, 1, 2, 3. Comme inconvénient, on augmente les pertes de charge du réseau aérolique. Ça s'encrasse. Ça s'encrasse, ce système de roue. Donc il va falloir nettoyer. Consommation électrique pour faire tourner la roue. Il y a un moteur électrique. Contamination possible de l'air neuf par l'air rejeté au niveau des bactéries, des virus. L'inconvénient, c'est le transfert d'humidité. Si on a une roue hygroscopique et qu'on ne veut pas récupérer l'eau. Inconvénient aussi, c'est qu'on va avoir un transfert d'humidité, si bien sûr c'est une roue hygroscopique, et si on ne souhaite pas récupérer l'humidité. Il va y avoir une maintenance au niveau de la courroie qui permet la rotation de la roue. Et voici le TD7 que je vous inviterai à faire en autonomie et à me rendre. Et voici le TD7 que je vous inviterai à faire et à me faire parvenir par les moyens que je vous ai mis dans Google Class. Et voici le TD7 que je vous invite à faire et à me rendre en fonction des modalités que je vous ai données dans Google Class. Et voici le TD7 que je vous invite à faire et vous me le rendrez en suivant. Putain. Et voici le TD7 que je vous invite à faire et à me rendre en suivant les indications que je vous ai données sur Google Class.
Et voici le TD7 que je vous invite à faire et à me rendre en suivant les instructions que je vous ai laissées sur Google Class. Voici des sources bibliographiques qui m'ont permis d'établir. Voici des liens. Voici des liens vers des. Voici des liens bibliographiques. Voici des liens vers les sources et voici des liens vers les sources qui m'ont permis de faire ce document.